Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de débriefing de Samouraï MMA présenté par l'Arena MMA. Donc on va débriefer la soirée de Samouraï. Gros shout-out à Time Out Tribe. Aujourd'hui, on est avec Mukendi comme d'habitude et on a deux nouveaux invités, Alexandre Noiseux et Franco Pana. Je vous laisse vous introduire très rapidement, Alexandre. Oui, Alexandre Noiseux, combattant amateur pour l'instant. On va penser à la scène pro cette année, probablement. Et aussi coach de Jiu-Jitsu brésilien au H2O MMA. Donc, Merci beaucoup. Franco Pana, en quelques Bon, mots. salut, moi je suis professionnel de grappling, je suis black belt sous Fabio Hollanda, en ce moment je représente OMA BGG. Puis entre autres, je suis arbitre de MMA amateur, puis pareil, je suis en train de faire ce qu'il faut pour devenir arbitre professionnel. Donc, c'est pas impossible que dans le prochain combat de Alex en amateur MFL, ce soit toi qui l'arbitre. C'est pas impossible du tout. Parfait, parfait. Je tiens à dire que c'est pas parce qu'on fait un podcast ensemble qu'il va l'avantager dans son prochain combat. Non, 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 on essaye de rester le plus impartial possible. Super. Bon, alors hier, c'était Samouraï MMA chapitre 5. Grosse soirée quand même. Grosse soirée. On va débriefer combat après combat. Avant ça, un petit tour de table pour l'appréciation générale de la soirée. Mukendi, je te laisse commencer. Pour moi, de mon côté, j'ai apprécié la soirée. C'était une belle soirée. C'était bien. Il y a eu des très beaux combats avec beaucoup de KO et de soumissions. Donc, franchement, à ce niveau-là, j'ai bien savouré. Super. Franco. Non, moi je dirais que c'est très réussi. S'il faut comparer les autres samouraïs qui auraient pu se passer plus au Club Soda, par exemple, si je ne m'abuse, au niveau des places, c'est beaucoup mieux. Ça fait qu'il y a une belle progression. Ça fait que moi, je tenais vraiment à tirer mon chapeau aux organisateurs. Au niveau du niveau, euh, très bon niveau, comme Kendi, tu l'as dit, il y a eu des KO, des soumissions. Ça fait que c'était vraiment, ça va de l'avant. Et je pense que ça peut être un signe aussi pour d'autres organisations au Québec pour faire quelque chose. Ça peut être un signe aussi pour la scène québécoise versus l'Ontario. Si à un moment donné, l'UFC veut revenir, si on met les bonnes personnes, on choisit des bonnes personnes sur une bonne carte locale, même pour l'UFC, je pense qu'on est capable de peut-être même doubler la capacité à remplir, que ce soit peut-être le Centre Bell ou peut-être la Place Belle. Mais il y a de quoi faire au Québec, on est sûr. On a vu que les gens aimaient le MMA. La passion est toujours là, malgré qu'on n'a plus Georges Saint-Pierre. Mais c'est ça, il y a de quoi faire ici. Alex. oui, ben, de mon côté, c'est le premier event pro que j'allais voir. Donc, c'était un peu. Je peux pas parler pour les autres événements, mais de mon côté, c'était une super expérience. La foule était vraiment. Était avec les combattants et comme de fait, les combattants ont fourni une super belle performance en réponse. Donc, honnêtement, euh, mon, mon point de vue est un peu. Il n'est pas super considérant le fait que j'ai pas été voir d'autres événements. Mais tant qu'à moi, c'était une super soirée. S'il y en avait d'autres, moi j'irais pour, pour ça. Ben, on J'ai vraiment ira. bien apprécié l'expérience. Grosse soirée. C'était aussi mon premier Samouraï, mon premier événement pro au Québec, je dirais même. Et mon premier événement tout court. Ah non, pas tout court. C'est vrai que j'ai déjà vu des événements amateurs en ayant moi-même participé à ces événements amateurs. Mais grosse carte, énormément de finitions au premier round. Deux combats qui ont duré jusqu'à la limite. C'était spectaculaire. On a eu de tout. On a eu de tout. Et on va y revenir. On va revenir sur chaque combat. Donc, je vous propose qu'on démarre dès maintenant avec l'ouverture de carte entre Olivier Rhin et David Hubert Terrien. Donc, un combat, je commence, hein, ça allait d'un côté, ça a été rapide. Il y a eu, à la première occasion de projection, il l'a mis au sol et après, Olivier Rhin a mis David Hubert au sol et David a juste pas réussi à se relever et il s'en est pris, il s'est pris beaucoup de coups
jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce combat? Bah, moi, si tu veux, je peux commencer. T'as bien résumé. Je pense qu'Olivier, il savait ce qu'il faisait. Malgré le fait qu'il se trouve dans une équipe plus de pieds-points au départ de base, je pense qu'il travaille beaucoup son sol. Ça a l'air vraiment de quelqu'un de très... comment est-ce que je pourrais dire ça? Sérieux dans son entraînement. Ouais. Bon, David Duberteria, il est connu pour avoir du coffre, pour être quelqu'un qui peut prendre les coups, qui peut les rendre. Il s'est battu dans beaucoup de catégories. Ceci étant dit, on sait que quand même, c'est connu qu'il a une faiblesse pour le sol. Au niveau du positionnement qu'il a pu montrer au sol, il y a vraiment ce qui est en fait des erreurs techniques. C'est ça. On sait qu'il est durable. On sait que voilà, il est capable de peut-être à un moment donné se relever puis de redonner des coups. Mais voilà, du côté d'Olivier, le gameplay c'était belle énergie, aussi belle force de frappe. Et c'est ça, l'arbitre, il n'a pas eu le choix d'arrêter le combat. Donc, c'est ça pour ma part. Mukendi? Pour ma part, ce que j'ai apprécié, c'est l'adaptation du judo d'Olivier à son MMA, parce que ça s'est vu sur un de ses balayages qu'il avait toujours les réflexes de judoka. Puis malheureusement, David n'a pas pu sortir les coups. On dirait que les coups ne sortaient pas en début de son combat. Et il s'est fait tout de suite absorber par le jeu de Olivier qui, comme il a dit tout à l'heure, Franco, qui a respecté son game plan, qui l'a amené au sol et qui a continué les frappes au sol jusqu'à la fin du combat. Alex, ta vision? Ça va être assez similaire à ce que vous avez dit. Le combat n'était pas très long non plus. Par contre, au niveau du contrôle au sol, je comprends que la spécialité d'Olivier, c'est pas nécessairement le grappling. Mais il a quand même laissé David récupérer une garde et rester safe dans certaines positions. Je sais pas comment ça va se transposer contre quelqu'un qui est un peu plus spécialiste au sol. Donc, pour ce qui est de la suite des choses, je ne sais pas exactement si son sol va être de calibre pour quelqu'un de meilleur. Mais pour l'instant, je dirais que c'est une super belle performance, un game plan parfait pour l'adversaire qui affrontait. Chapeau à Olivier. Génial, 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 génial. On enchaîne avec le deuxième, Scott Rodriguez contre Béchir Lahabidi. Alex, continue. C'est ta catégorie en plus. Si tu montes en pro, ce serait peut-être notamment contre ces adversaires-là. Donc, qu'as-tu pensé de ce combat? D'ailleurs, je tiens à préciser, j'avais pronostiqué un rear naked choke par Scott Rodriguez. Et Scott Rodriguez a soumis Béchir Lahabidi avec un rear naked choke. Mystic Lucas, c'est moi. Vas-y, Alex. C'est sensiblement ce qu'on voyait Scott faire chez les amateurs. C'est quelqu'un qui est très compétent debout, au point où est-ce que justement les gens qui affrontent, ils savent pas nécessairement comment négocier avec l'aspect technique de son stand-up. Ça finit par se ramasser au sol avec quelqu'un qui est probablement désorienté ou paniqué ou qui a besoin de trouver une réponse à l'énigme qui est Rodriguez. Mais justement, ça, contrôler quelqu'un au sol qui panique puis aller chercher un rear naked choke aussi rapidement, c'était beau à voir. C'est une super belle technique appliquée. Les transitions pour les pins étaient super belles. C'est vraiment une très, très belle entrée chez les pros. Il a fait... ouais. Mukendi? Moi, j'ai une question à poser. En fait, pour, par exemple, que ce soit à Alex ou à Franco, qu'est-ce que vous pensez en fait d'un adversaire? Par exemple, il combat dans 125 kilos et le jour de la pesée, il était quand même à 118. Donc, et leur adversaire et son adversaire à 125. Je trouve quand même qu'au niveau du poids, ça joue énormément. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce différentiel de poids? Donc, là, tu es en train de me dire que Scott était plus léger que son adversaire, c'est ça qu'on dit? Non, Béchir. 118 à la pesée. Béchir Labidi Ouais, était plus Béchir léger. c'est ça. Était à 118 Et livres et Scott à 125. Et Scott a coupé. libre. Ouais. Ok. Mais la catégorie, elle est à combien juste pour... je suis un peu 125. mauvais pour... Ok, bon, ça, écoute, c'est le choix de la personne.
C'est sûr qu'à ce niveau-là, faut vraiment qu'on pense. Je pense qu'on va y revenir plus tard avec d'autres combats. Mais il faut vraiment que les Ouais. personnes elles pensent à savoir si elles sont dans la bonne catégorie. Après, est-ce que c'est une question d'opportunité, fait que ça peut jouer. Fait que ça, c'est une réponse générale. Mais pour Et puis, revenir, vas-y. non, non, vas-y, j'irai après. Non, non, moi, j'allais revenir juste pour tu sais, Scott Rodriguez. Encore une fois, c'est quelqu'un que j'ai arbitré en amateur, je pense 2 ou 3 fois. Un gars qui s'entraîne dans le West Island. C'est ça, je pense que c'est un exemple d'éthique au niveau de ses mains. En fait, il est très très bien c'était. Là, il fait ses débuts professionnels, mais crois-moi que tout le monde le regarde depuis un très bon moment. Ça peut potentiellement être un espoir du Québec, faut le dire aussi. Il est peut-être moins médiatisé, mais il s'entraîne avec sa gang, des gens très sérieux, GKS, ils font vraiment le all-around. Et je pense que c'est ça. Les gens professionnels de cette catégorie-là, veut pas, ils vont le regarder. Ils vont regarder ses performances en amateur. Moi, j'ai pas vu de défaut, j'ai pas vu de déchet. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui va s'imposer. Puis effectivement, comme tu l'as dit, Alex, comme il fait mal, il est très bon techniquement au stand-up. Vous allez essayer d'aller au sol en pensant que vous allez survivre. Maintenant, il a un très bon jiu-jitsu. Ils font bien les choses dans leur gym. Ouais, bah, pour te répondre, Béchir, il a pas le choix techniquement d'être en 125 parce qu'il y a pas de catégorie en dessous, si je me trompe pas. Donc pour sa défense, il a pas le choix d'aller là. Il devrait, c'est sûr, prendre un peu de poids, peut-être musculairement. Et sinon, je te rejoins, JKS, franchement, ils sont très présents. Et il a un frère aussi, Scott Rodriguez, qui vient de gagner, je sais pas si tu l'as arbitré, le Non, il 4 vient de mars perdre, par dernier. exemple. Il vient de perdre. Il avait gagné son combat d'avant. Il vient de perdre. C'est vrai que le frère, il est un peu plus jeune dans sa carrière. Mais effectivement, même JKS all around, ils livrent des belles guerres. Toujours présents. Il a perdu contre qui? Parce que moi, de ce que j'ai vu, il avait gagné par soumission. Mais il a Non, perdu 4 mars, non? gagné par, exact, ouais, il avait gagné par soumission, par armbar, Ouais, c'est ça. Ah, il a à recombattu depuis? l'avant-dernier, ouais, à Ok, l'avant-dernier ok, ok. MFL. Là, par exemple, je pense qu'il s'est fait battre par René Kishok, j'ai oublié le nom de son adversaire. Mais encore une fois, c'est une petite erreur technique. Je pense que ce sont des erreurs dont il va s'en rappeler, puis il va bien évoluer. Je me fais pas de Quelle soucis suite, pour les deux. quelle suite pour Scott Rodriguez là? Après sa première victoire, qui est-ce que vous voyez pour lui? Parce que c'est une Bah, catégorie, moi, je pense que tu sais, il en avait parlé quand vous l'avez interviewé. À savoir, c'est sûr qu'il regarde toutes les personnes qui sont dans sa catégorie. Moi, par exemple, je pense qu'il devrait peut-être avoir un peu plus de mileage, donc de kilométrage, pour aller chercher quelqu'un comme Tommy Morrison. Fait que c'est ça. Peut-être encore 2, 3 combats, voir comment il réagit avec d'autres différents adversaires par rapport au stand-up. Quelqu'un qui est peut-être capable de lui donner 2, 3 rounds, je dirais, de stand-up. Quelqu'un de plus coriace. Peut-être, je pense comme ça, mais c'est l'adversaire de Tommy Morrison qui nous venait du Mexique. exactement. C'est ça que je me C'est disais. ça. Ouais, ça serait quelque chose qui serait un beau match-up pour tout le monde, juste pour voir s'il est prêt pour faire une sorte de finale locale. Moi, c'est ça que je ferais si j'étais les organisateurs de Samouraï. Super. On passe au combat Eric Ayolo contre Antoine Chaput. Quel combat! Moi, j'ai vraiment adoré ce combat. Combat dans lequel on se disait, on avait dit en analyse, la clé d'Eric sera peut-être la lutte. Et Eric s'est fait totalement dominer en lutte, en fait. Il s'est fait amener au sol à maintes reprises. Et Antoine Chaput a montré un contrôle au sol qui était impressionnant. 21 ans. Pour moi, on a là un gros, gros, gros espoir du MMA. Il a livré la performance. Il n'a pas déçu. Victoire en 3 rounds. Il a montré que les 3 rounds, il pouvait les assumer sans baisser en régime. Eric Ayolo qui a montré beaucoup de cœur, qui a essayé jusqu'au bout, mais qui n'a pas réussi parce qu'il avait un Antoine Chaput qui était, c'était sa soirée. Mukendi. On a là un vrai combat de lutte. Je crois que de la carte, c'est le combat où il y a eu le plus de phases de lutte et de tentatives d'amener au sol. Et donc, j'imagine pour eux que ça devait être un combat vraiment très épuisant puisqu'ils ont fait quand même 3 rounds.
Et on a là un Eric Caiolo qui arrive contre un gros prospect et qui n'a pas du tout abandonné, qui a rien lâché jusqu'au bout, puisque même quand il avait son dos, il a rien lâché. Donc il a été vraiment, moi, leur performance m'a impressionné, puisqu'ils ont vraiment, bon, tu avais Antoine Chaput qui était favori pour beaucoup, et face à un Eric Caiolo plus ancien, de l'ancienne génération, qui a tout donné, qui a donné le meilleur de lui-même. Mm. Et j'ai trouvé que c'était un combat intéressant techniquement sur le plan lutte. Alex, je t'invite à partager ce que tu m'avais dit peut-être en analyse, ça peut être intéressant. Petite parenthèse, est-ce qu'on peut dire Antoine Chapumavov Euh, Petite blague. euh, on verra avec ce prochain combat, peut-être. Mais de mon côté, je voyais vraiment avec Caiolo quelqu'un qui exemplifiait un style qui est très en old school jiu-jitsu. Donc, quelqu'un qui a justement des très solides bases, mais qui utilise des outils auxquels il y a dans, dans le méta du MMA, des réponses ont déjà été trouvées. Donc, c'est les amener au sol, les tentatives étaient bonnes. Une fois rendu au sol, par contre, les outils pour tenter de récupérer une position debout, c'est souvent des outils qui te pinent toi-même au sol. Donc, essaie de récupérer une garde ou un haut qui a travaillé à partir de là pour être capable de se relever ou de reprendre une position debout. C'est des choses qui fonctionnent de moins en moins. On le voit avec certains spécialistes, mais c'est des choses qui, avec le temps, vont commencer à devenir de moins en moins efficaces. Puis on le voit déjà, justement, avec les gens qui ont un minimum de background de lutte. C'est des gens qui sont très difficiles à sweeper. C'est des gens qui sont très difficiles à prendre une position un peu plus dominante dessus, surtout quand on commence en dessous. Donc, c'est vraiment ce que j'ai observé. Je pense pas qu'Antoine a un gros bagage de lutte, mais je pense que les bases du MMA sont rendues assez solides pour être une réponse convenable à Jiu-Jitsu old school, là, comme on le voyait dans l'ancienne génération. C'est ce que j'ai observé pendant le combat. Franco, notre autre spécialiste du sol, qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce que tu... bon, déjà d'une, c'est ça. Juste, moi, big shout out à Eric Caiolo, dans le sens où je pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes au Québec. Après, je me trompe peut-être, mais qui auraient pu le combat contre Antoine Chaput. Parce qu'Antoine Chaput, son style, il est vraiment, tu sais, j'ai envie de te dire, fatigant. C'est quelqu'un qui reste calme, qui sait ce qu'il fait. Tu sais, il a battu pour la ceinture en amateur des personnes avec une grosse force de frappe. Il est resté calme avec un bon gameplay. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau des amenés au sol, c'était plus des amenés de style judo adaptés au MMA que des amenés de lutte propre ou de lutte, que ce soit gréco-romaine ou American Wrestling. Donc ça, c'est aussi savoir, c'était vraiment plus du haut du corps. Fait que ça, c'est ça. Au niveau du sol, c'est vrai qu'il y a 2-3 fois qu'il fallait faire attention à Eric parce que, tu sais, au niveau de Eric, on a toujours su que c'était quelqu'un d'explosif. Fait que là, c'est ça, il y a 2-3 phases où moi, personnellement, j'ai eu un petit peu peur, mais il a bien recover. Fait qu'encore une fois, il reste calme malgré l'adversité. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué sur les phases où il y aurait pu avoir une différence, c'était... après, c'est les 2 premiers combats en pro, là. Au niveau du stand-up, j'ai remarqué qu'il y avait, entre guillemets, peut-être un certain stress, une certaine crainte de la part d'Antoine Chaput, quand c'était le temps peut-être de jabber ou de le maintenir à distance, parce que tu sais, il y avait quand même une grosse différence de taille. Fait que là, est-ce que le jab, est-ce que les push kicks, ils ont été bien établis, est-ce que ça faisait partie du game plan, c'est à voir avec eux. Mais c'est là où j'ai remarqué que peut-être il y aurait peut-être une amélioration pour le prochain combat. Sinon, exact, c'était un combat beaucoup de lutte. Euh, mais c'était quand même beau à voir. Ça allait jusqu'à la fin. Mais au niveau des transitions, je pense que même que le public, il a apprécié ce qui s'est passé. Absolument. J'ai peut-être Gros combat. Oui, vas-y, vas-y. ouais, aussi un truc que j'ai l'impression que ne devrait pas passer sous le radar, c'est vraiment les entrées pour les takedowns de Caiolo. Justement, la différence de taille faisait en sorte que juste être capable d'arriver en clinch au bon moment sans se faire toucher avec cette explosivité-là, c'était quelque chose de vraiment beau à voir. Là,
c'est juste la capacité de rentrer, c'est vraiment un outil qu'on- que j'ai pas vu beaucoup, en fait, que je vois rarement chez plusieurs combattants. Donc, justement, ça montrait le skill set d'un vétéran, de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, là. C'était beau à J'ai voir. hâte de voir. J'ai hâte de voir la suite pour Antoine Chaput. C'est une catégorie ils étaient les seuls à représenter cette catégorie des 155 livres hier. Hâte de voir la suite. Euh, Là, rapidement, une petite idée pour la suite pour Antoine Chaput, nos connaisseurs de cette catégorie. Ça va être difficile de lui trouver des combats au Québec. En tout cas, québécois, va sûrement falloir ramener quelqu'un de l'extérieur. On va voir comment ça se passe. Bon, c'est ça là, il connaissait quoi la victoire du côté professionnel, fait que grosse félicitations à lui et à son équipe. Parce que même son premier combat, c'était peut-être un peu local de l'autre bord en Ontario, avec peut-être une décision qui pouvait être controversée. Mais c'est ça, c'est Ouais. un bel encouragement pour lui, pour son équipe. J'ai hâte de voir la suite qu'ils vont trouver du côté de Samouraï pour faire en sorte qu'il a un match-up et qu'il reste dans cette lancée. On va suivre ça de près. On enchaîne parce qu'on prend du temps. Et oui. Souhaib Damani contre Irvine Molina à 170 livres. Une petite guerre. Hein. C'était une petite guerre. On a eu un ou deux knockdowns de Irvine sur Souhaib. Moi, je remarque donc la puissance de frappe de Irvine Molina. Et de l'autre côté, le sérieux de Souhaib qui n'a jamais paniqué, qui est resté concentré dans son combat jusqu'au bout. Et ça a payé finalement grâce à sa lutte. Et Irvine Molina qui a pas vraiment défendu les takedowns. Et c'était là la clé de son succès. Allez-y, hein, si vous avez quelque chose à partager sur ce combat. Je trouve que Swaib, il a été vraiment très stratégique, très patient, très calme. Parce qu'il aurait pu rentrer dans le jeu un peu plus agressif de Irving Molina, qui a démontré une belle boxe techniquement et qui l'a touché à plusieurs reprises. J'ai même cru voir qu'il l'avait à un moment donné sonné et il a l'air quand même assez puissant. Tu as eu un Swaib qui a réussi à rester calme, à ressortir, à échanger encore ou à contrer et puis l'amener au sol en lutte et grâce à ça il a pu finir son combat mais c'est vraiment je tiens à surligner son calme. Quelque chose à rajouter, les gars? Non, vraiment, c'est plus, encore une fois, tu sais, je tenais, après on va en parler là, à parler aussi, tu sais, de l'équipe mexicaine, entre guillemets, qui est venue au Québec. Bah après, tu sais, cette comparaison avec ce que j'ai vu, c'est très honnête. Mais moi, tu sais, quand on regarde les gens qui sont là, les fighters qui nous ont donné le show, on peut leur dire vraiment merci. Ouais, Je pense vraiment. qu'ils étaient Gros 3. shout-out à eux. Ouais, c'est ça, 3 sur la carte. Ce sont pas nécessairement, puis on va être honnête, là, au niveau de la boxe, il y a des fois des gens qui viennent chercher leur chèque. OK. Puis là, ça Ouais, donne des combats qui s'arrêtent très rapidement. ouais. De la boxe anglaise, que ce soit au Québec ou ailleurs, là, ce sont une équipe de fighters très bien entraînés, très sérieux, qui sont venus pour se battre et gagner. Ils sont venus pour Ok, gagner. oui. Ouais, ils sont là pour, comme on dit en France, pour la castagne. Et ça fait plaisir à voir. Tu es capable de Absolument. voir, admettons, tu sais, comment les combattants d'ici, ils sont capables de réagir. Fait qu'on va dire que Swahib, il est parti chercher sa victoire. On lui a pas donné. Il est vraiment parti la Vraiment. chercher. Il est parti dans Ouais, les ouais. eaux troubles. Il est revenu. Absolument. Et je pense que c'est ça. Merci et félicitations aux Mexicains qui sont venus. Puis encore une fois, félicitations à la victoire de Swahib parce que c'était pas facile. Il y aurait des personnes qui auraient paniqué. Prendre des knockdowns comme ça au premier round, puis revenir, puis garder son gameplay, ça en dit beaucoup sur ta personne et sur le combattant que tu es. Absolument. Quelle belle parole. Alex? Je pense pas qu'il y ait quelque chose que je pourrais dire qui pourrait mieux décrire ce que Franco vient de dire. C'est tu m'enlèves les mots de la bouche. Parfait. Bon, on va enchaîner au combat d'après. D'ailleurs, ça aurait été censé être Isaac Blay contre Mauricio Cruz, combat annulé parce que Isaac Blay a fait une intoxication alimentaire la veille du combat.
Et je ne doute pas que ça aurait été un énorme combat aussi. Et Mauricio Cruz aurait pu montrer, encore une fois, qu'il avait un gros cœur et qu'il n'était pas là non plus pour perdre. Et on attend le retour de Isaac Blay vraiment avec impatience, qui sera vraisemblablement là au prochain Samouraï. Simon Lagarde contre Gordon Cunningham. Je pense que si on veut parler de guerre, on peut en parler à ce combat-là. Alors moi, à ce moment-là, j'ai moins vu ce combat-là. Donc je vais tout simplement vous laisser en parler. Ouais. Alex, Franco, allez-y. Bah, si tu veux, je peux commencer, puisque moi, c'est mon combat préféré de la soirée. Pourquoi? Ok. Parce que Mr. Gordon, c'est quelqu'un que j'ai vu chez les amateurs. C'est juste pour vous dire un peu, il est entraîné par Sam Stout, qui est un ancien vétéran de l'UFC, qui s'est battu 3 fois à l'UFC à Montréal, des vieux de la vieille, quelqu'un qui a encore bien cété au niveau de, je dirais, sa shape et son stand-up. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il faudrait chez les 185. Ceci étant dit, il a pris ce qu'on appelle un goon, un vieux de la vieille. Le Simon Lagarde, il y a des vidéos de lui qui knock des gens, qui se fait knocker, qui se relève et qui renoque des gens. C'est vraiment quelqu'un qui est là, un goon, un vrai de vrai, qui est là pour cogner. Fait que juste prendre ce combat-là, c'était déjà challengeant mentalement. Il en a parlé. Il a eu des doutes par rapport à, est-ce qu'il allait se faire knocker, comment cette personne a fait peur. Simon, il est quand même imposant. Fait que arriver au Québec chez la personne et faire ce qu'il a fait, à savoir rester calme, balancer son coup de genou quand il avait besoin, avoir cet instinct d'aller le finir au sol, franchement, bel job. Puis oui, Simon, il prend un KO, fine, mais c'est quelqu'un qu'on peut toujours aller chercher. C'est quelqu'un qui va toujours se relever. Tu le mets sur la carte, tu vas avoir des étincelles. T'sais. Fait que non, franchement, personnellement, moi, c'est le combat que j'ai le plus apprécié. Par rapport au matching, par rapport au profil et ce que ça a démontré. Super. Ce que j'ai bien aimé, c'est que je savais déjà que ça allait pas être un combat long. Déjà pour moi, ce combat-là, il devait se finir au premier round parce que ça allait être très expéditif. Et dès le début du combat, on est rentré dans le vif du sujet. Et je respecte aussi le calme de Gordon parce qu'il a su garder son calme et contrer Simon, ce qui n'est pas facile puisque Simon il a une bonne force de frappe, hein. Quand il cogne, ça fait mal. Et Gordon a su directement contrer, rentrer, jusqu'à le sonner, jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Chapeau à lui. Et chapeau aussi à Simon parce que, comme l'a dit Franco, dès que ce match-up-là, on savait déjà que ça allait nous donner un beau combat assez expéditif. Ah, c'était sûr. Alex, quelque chose? Deux combattants qui savent livrer la marchandise. On s'était fait bien vendre le combat. On a reçu exactement ce à quoi on s'attendait. Aussi, Gordon a reçu une bonne droite de Simon au début du combat. On dirait que dès qu'il a reçu la première droite, c'est tout de suite réveillé. Super belle maturité. Il aurait pu paniquer, il aurait pu faire plein de choses parce que, comme on l'a vu, une très grosse force de frappe de la part des deux combattants. Donc, à la première main droite, rester composé, attendu un peu, voir qu'est-ce qui se passe. C'est un bon coup de genou. Et la job est finie par la suite avec les coups qui ont fini. Ça. Honnêtement, c'est très expéditif, mais ça en dit long sur les aptitudes puis le caractère des deux combattants. C'est... Ouais, on avait une guerre certaine. On va passer au combat d'après. Pour moi, le fight of the night, Tommy Morrison contre Edwin Martinez. Quel combat, quelle technique, chacun avançait, reculait, chacun avait ses moments. 3 rounds, ça allait à la décision. Le Mexicain, je pense qu'il a surpris tout le monde. Il avait un niveau de stand-up et même de sol qui était impressionnant. Et puis Tommy Morrison, c'est son 3e combat pro. À chaque fois, il a des gros adversaires face à lui, que des guerres, que des guerres. Et là, il a montré encore une maturité, une grande maturité parce que
C'était pas facile au premier round et il s'est adapté. Je sais pas ce que Firas lui a dit. Je sais pas ce que son corner lui a dit, mais je sais ce que Franco lui a dit parce que Franco, il était très impliqué dans ce combat-là. Je pense que c'est sûr que Tommy l'entendait quand Franco criait. Et on a eu un Tommy vraiment des grands soirs, même si peut-être qu'on s'attendait à la base à une finition. On a tous été surpris par le niveau de son adversaire et finalement Tommy il a montré une maturité, un sérieux et un calme magnifique. Donc, super combat, que des belles transitions. Franco, je te laisse enchaîner parce que tu étais très, très actif pendant ce combat-là. On tient à Ouais, souligner son coaching aussi, hein, Franco. Quand il disait sors les ouais, coudes. ouais, bah, tu sais, on parlait d'impartialité avec Tommy, c'est vraiment très difficile. Tommy, c'est quelqu'un que je connais depuis très jeune. Il fait partie un peu, je te dirais, pas de mes protégés, mais tu sais, de mes petits frères. Ok. Il y en a d'autres, mais lui particulièrement, c'est ça, on a une belle relation depuis des années. Ce qui se passe que, ouais, moi aussi j'étais émotif. Quand tu regardes le premier round, à la fin du premier round, tu es totalement surpris du niveau de ton adversaire. Et ben, tu peux te demander au premier round qui gagne le premier round. Parce que tu as quelqu'un, tu es face à un doute que tu connais pas tellement. Tu sais pas s'il a une force de frappe. Il va pour essayer de knocker littéralement Tommy. Ses phases au sol, il le retourne. Il travaille quand Tommy est au sol. Fait que comme tu l'as dit, ce qui a été intéressant de voir dans ce combat-là, c'est comment Tommy, il devient stratégique. Il est stratégique, il s'adapte au deuxième round, au troisième round. Il veut, oui, essayer. Il essaie de le finir, il essaie de trouver la position pour prendre son dos, nécessairement. Mais comme tu le vois, tu as un adversaire qui est coriace, qui sait ce qu'il fait. Fait que c'est un très bon combat, on va dire entre guillemets, juste le troisième combat de Tommy. Mais ce genre de combat-là, ce sont des combats qui vont le servir dans le reste de sa carrière. Puis comme tu l'as dit, il n'y a pas juste Firas. Tu sais, dans l'équipe de Tommy, tu as des gens qui sont très bons, qui ont fait leurs preuves. Au niveau du sol, ils s'entraînent avec Oma BGG, comme tu le sais, mais aussi Firas qui est très impliqué. Mais tu avais aussi, je ne sais pas si vous savez, mais il s'entraînait aussi avec Jonathan Dibella, qui Ouais. est le actuel champion de One en kickboxing. Et que là, il y a aussi une confiance par rapport aux combinaisons, par rapport à ce qu'il est capable de prendre, ce qu'il est capable de donner. Donc c'est ça. Fait que c'est un combat, je te dirais, charnière dans le fait de bâtir Tommy. Je suis très content de la victoire, of course. Puis encore une fois, shootout à l'adversaire. Alex, c'est ta Euh, catégorie, encore une oui, fois. ouais, non, c'est. On dirait que quand c'est des combats contre des gens qui seraient dans ma catégorie, c'est sûr qu'il y a en plus du entertainment value, il y a le côté intérêt de peut-être un jour je vais être contre l'un Un d'entre de eux. ces deux-là. Euh, non, honnêtement, j'ai été vraiment surpris. Comme Tommy, je sais que c'est quelqu'un de super compétent dans pas mal tous les domaines qui touchent au MMA. Donc, de voir non seulement que l'adversaire était capable de répliquer dans pas un, mais sensiblement tous les domaines. Justement, le premier round, on l'a vu autant debout. Je pense qu'il a un peu surpris Morrison, rendu au sol. Euh, à l'évidence, la défense de l'adversaire était super bonne aussi. Il y avait probablement une petite différence aussi au niveau de la force physique. Au premier round, il n'y avait pas grand-chose qui semblait avantager Tommy, mais comme Franco l'a mentionné, il y a la force tactique aussi, la capacité de s'adapter, la résilience, bien aussi de pas paniquer, avoir confiance en ses aptitudes. C'était quelque chose de vraiment beau à voir pendant ce combat-là. Mais aussi un truc que j'ai apprécié pendant tout le long du combat, au niveau des soumissions. C'est sûr qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de finish, mais Tommy a aussi montré une grande variété dans, dans les entrées pour les finishes. Même si, comme je viens de le mentionner, il n'y a pas eu vraiment de soumission. Le, les entrées étaient bien appliquées. C'est pas des C'était pas des entrées qu'on voit tout le temps. C'est des choses qui montraient un certain niveau en fait, un très haut niveau de compétence en grappling. Les entrées étaient vraiment sneaky. C'était vraiment. C'était beau. C'était beau à Visuellement voir. et esthétiquement parlant, les entrées étaient vraiment belles.
Donc, je dirais de ma part, ça a été mon combat de la soirée. C'était beau. Mukendi, Du haut niveau, c'est du haut niveau. C'était pour moi le plus beau combat de la soirée. Le plus beau combat et aussi avec le plus stressant aussi. Le plus stressant puisque Tommy, ce que je tiens à surligner, c'est sa variété technique. Les amener au sol, les coups de genoux sautés, au sol, comment il se débrouillait, même s'il y a eu certaines erreurs, certaines erreurs au sol. Mais vraiment, il a montré que c'est un combattant d'un gros niveau et qui peut aller dans les eaux profondes et en ressortir. Parce que son adversaire, il était vraiment face à un adversaire coriace qui faisait mal, qui frappait fort. Tommy a pu montrer qu'il était plus complet que son adversaire, avec une variété technique debout, lors des phases de lutte et aussi au sol, au jiu-jitsu. Et j'ai apprécié, j'ai fortement apprécié ce combat et pour moi, ça reste le combat le plus mémorable de la soirée. ouais, vraiment, magnifique combat. Gros props aux deux combattants. Quelle suite pour Tommy Morrison, les amis? Quelle suite? Franco, qu'est-ce que tu voudrais pour la suite? C'est difficile à dire dans le sens où t'es déjà 3-0. Est-ce qu'on peut penser à une belt? Est-ce qu'on peut penser à une belt? Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui regardent Tommy Morrison qui veulent le challenger. C'est sûr que c'est un peu vu comme, entre guillemets, le Golden Boy. Je pense qu'il le sait. Je pense que toutes les personnes, comme tu l'as dit, Alex, qui sont dans la catégorie, le regardent. Donc là, ça va être vraiment stratégique. Je ne sais pas quelle est la suite. Si on peut parler de belt, si on va encore chercher quelqu'un de l'étranger pour donner une belle guerre, puis avoir encore du mileage. Et on fait pareil avec quelqu'un d'autre pour plus tard, peut-être dans l'année, faire une grosse finale. Ça va être aux dirigeants de Samouraï de décider. Mais quoi qu'il arrive, pour les amateurs de MMA, ça va être très excitant. Absolument. J'ai On peut-être. passe au Ouais, vas-y. Ouais, au niveau de. euh, moi aussi, j'avais cette pensée-là, la suite. On dirait que la suite logique, ce serait justement pour une belt. Mais comme Franco l'a mentionné, qui exactement on dirait que c'est pour l'instant les rosters le roster qu'on a présentement, c'est dur de Ouais. trouver Bah ouais, un adversaire qui fait du sens pour une belt. pour la belt. Donc, C'est ça, on pourrait pas mettre Scott Rodriguez. Il est qu'à 1-0 techniquement. Tu peux ouais. pas arriver à 1-0 et faire une belt. Kendi. Alexandre, j'ai l'impression que là, tu es en train de postuler à une belle. Ben, j'ai envoyé mon CV. Non, mais non, mais j'ai mes preuves à faire en professionnel Bien sûr, avant de donner mon opinion là-dessus. Au bien même sûr. titre que Rodriguez vient de les faire, je passais Mhm. par le même chemin. C'est Comme il ça, se doit. puis aussi, il y a la question stratégique, parce que si tu la donnes à Scott, techniquement parlant, personnellement, je sais que c'est excitant. Mais est-ce que tu veux donner un peu plus de mileage à Scott aussi? C'est De ça. combattre plus pour se retrouver au top? Est-ce qu'il y a Mhm. quelqu'un d'autre au Québec qui pourrait prétendre à pouvoir challenger hors Samouraï, un Québécois ou même un autre Canadien qui pourrait aller challenger Tommy? Tout ça va falloir aller, excuser de manière stratégique. Crois-moi que l'équipe de Tommy, ils sont très intelligents. Ils savent ce qu'ils font depuis le début. Je pense que c'est ça avec l'équipe de Samouraï, ils vont se poser. Mais moi, je suis vraiment excité pour, quoi qu'il arrive, la décision va être belle. Ouais, l'avenir de cette catégorie va être très intéressant à voir et on va le suivre de très près. Et puis, peut-être qu'un jour, on pourra justement débriefer très prochainement les combats d'Alex dans cette catégorie. On a hâte. Combat suivant, Dani Mallette contre Jordan Django Balmir. Ce combat-là, il m'a marqué. Il m'a vraiment marqué. J'apprécie beaucoup Balmir. C'était pas facile à voir parce que c'était un gros KO. C'était un gros KO. Dani Mallette, il a livré. Il a vraiment livré. Jordan, il l'a chargé. Je ne m'attendais pas à voir ça.
Et je tiens à souligner la différence de poids qui forcément se ressent dans la cage parce que d'un côté, on avait un Dany Malette qui a coupé, et selon ce que certaines personnes m'ont dit, qui tournait autour de 200 livres, voire plus, quelques semaines, voire quelques jours avant, avant le combat. Et de l'autre côté, on a un Jordan Balmir qui normalement se bat à 155 livres, même 154 si je ne me trompe pas. Et puis là, qui était en dessous du poids, même, qui a jamais fait. Qui a jamais fait 175 livres. Donc, vraiment, moi, je veux revoir Balmir, mais je veux le revoir dans sa catégorie de poids parce que je pense que c'est un très grand combattant et ça n'enlève rien à Dany Malette qui passe à 3-0 et qui est clairement, qui peut prétendre à de gros combats pour la suite et pourquoi pas, pareil, à tranquillement se rapprocher d'une ceinture pour Samouraï MMA. On avait là une grosse opposition, une grosse guerre. Ça a tourné à l'avantage de Dany Malette et on a hâte de voir la suite pour les deux. Franco, je sais que tu avais parlé de la différence de poids, donc je vais te laisser enchaîner sur ce combat-là. Moi, comme tu l'as dit, là, tu as un mec qui pourrait faire 165 livres versus 55 même. ouais, versus un lourd léger. Donc 205 et plus. Juste vous rappeler, c'est la catégorie naturelle de Yuri Prohaska ou John Jones, ok, ou même Daniel Cormier à un moment donné. Si on me dit que Dany Malette, un jour, il se bat à 205, je vais être comme fine. Au niveau de la shape, de la frame, je le vois qu'il pourrait. Là, il coupe du poids. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas arrivé au poids. Ce sont sûrement des raisons personnelles. Puis je sais que les Il est gars de arrivé au son poids. gym, elle arrive au poids. Ouais, il a fait le poids, il a fait le poids. Ok, parfait. Il a coupé à mort, il a fait le poids. Ouais, parfait. S'il a coupé à mort, il a fait le poids, ça veut dire que c'est legit. Mais on sait que. Mhm. Je sais que ces gars étaient sérieux, c'est ça que j'allais dire. Mais tu vois, je pensais qu'il n'avait pas fait le poids. Mais c'est ça. Il y a vraiment une différence au niveau de la frame. Encore une fois, il s'entraîne. Il est dans un gym très sérieux à Québec avec des personnes qui ont beaucoup de mileage. Je pense à des Joe Meunier qui a fait l'UFC, qui s'est même battu pour l'équivalent de Ares, mais en Afrique. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont très intelligents, etc. Maintenant, il faut que, c'est ça, Jordan, encore une fois, pour qui ça a été un partenaire d'entraînement, avec qui j'ai des bonnes relations, il faut vraiment qu'il regarde si il était dans la bonne catégorie. Parce que ça ne pardonne pas, comme on l'a vu. Je comprends le game plan, c'était rentrer dedans puis se faire respecter, essayer de le toucher pour gagner un peu de respect puis l'amener au clinch et faire ce qu'il avait à faire parce que je sais que Jordan c'est quelqu'un qui s'entraîne vraiment très fort. Très très fort, je l'ai vu de mes yeux, il est très sérieux. Moi je pense que ce KO-là, oui, c'est un KO euh, qui fait mal à voir, mais dans sa catégorie, avec quelqu'un de sa frame, peut-être descendre, prendre le temps. Là, tu pourras aller voir vraiment le talent de Jordan parce qu'il en a. Il a des très belles mains. Vous pouvez aller sur YouTube voir ses KO au niveau de la boxe. Aussi, il a fait du MMA, il a été champion amateur. Donc, je pense pas qu'il faut s'arrêter là. Je pense qu'il y a un très gros potentiel chez Jordan Balmir. Il faut aller le chercher. Donc, c'est ça. Absolument. C'est juste regarder quelle est la bonne catégorie qui fait sens pour pas se retrouver avec des gars limite de ma taille au niveau grandeur. Et puis ça n'enlève rien à la belle performance de Dany Malette, bien Absolument évidemment, pas. Voilà. qui a été clean, hein. Il a fait ce qu'il Voilà. fallait en fait. Il a fait exactement ce qu'il fallait. Il a vraiment bien géré son combat. Allez-y les gars, Mukendi. Il y a, enfin, il y a eu un gros différentiel au niveau du poids, au niveau de la taille. Je crois que, à mes souvenirs, Balmir, il était arrivé à la peser à 171 livres. Dany Malette peut-être à 175,8 par là. Et puis lui, il a repris du poids, or que Balmir, lui, il combattait à son poids naturel. C'est des combats quand même assez compliqués. Après, Balmir, il a voulu rentrer directement avec des crochets larges au corps, à la tête. Et puis, Dany Malette a pu rebondir dessus et le finir. Mais ouais, je pense que, comme l'a dit Franco, chacun on va dire, Balmir, faut vraiment qu'il revoie sa catégorie. Qu'il aille en 155, c'est mieux qu'il coupe du poids, parce que sinon tu vas tomber face à des adversaires bien plus grands et bien plus lourds. Et ça peut être
compliqué au niveau des frappes. fatal. Après, là, on dit ça. Le résultat, il n'aurait pas été le même. On aura un autre discours, mais le résultat a été ça. Alex, vas-y. Ouais, moi, ma perspective, c'est. Je comprends. On peut seulement dire que le match-up était une mauvaise idée maintenant qu'on est au courant du résultat. Si, si Balmer avait réussi à battre son adversaire, ça aurait été une super belle histoire. Donc, de son, euh, de son côté, je pense pas que c'était une mauvaise idée d'accepter le combat c'est- sans être au courant de comment ça allait finir. Maintenant, maintenant que le combat est fini, ça apparaît comme pas la meilleure des idées. Donc, c'est sûr au niveau de la différence de poids, il y a probablement une certaine erreur qui a été commise, mais je comprends vraiment la perspective de Balmer. Puis surtout que, d'après ce que j'ai compris, il y avait de la difficulté à trouver des adversaires à son poids. Il y Oui, a eu des annulations. Donc, beaucoup. je- on dirait que je sympathise vraiment avec lui. Il n'a pas pris une décision stupide sans raison. Non, non, je pense C'est à une mes décision qui souvenirs, était justifiée. c'est parce qu'il avait eu plusieurs Énormément annulations de d'annulations. combats. Ouais, il voulait se battre. À 100, vers 165, 160, 155, pardon. Et à la suite de ça, il en avait marre. Il voulait tellement combattre qu'il a pris ce combat, même si c'était pas dans sa catégorie. Mais Qu'est-ce je pense que c'était vraiment un ras-le-bol. qu'est-ce qu'on Euh, penserait de Jordan Balmire contre Caiolo ou Chapu, par exemple? Franco. Moi, honnêtement, je veux voir plus de mains de, de Balmir. On l'a vu pendant les premières 20 secondes. C'est c'est une technique qui est clean. J'ai été capable de pousser son adversaire sur le mur en étant un peu un bully. Donc, ça montre un niveau de compétence qui est, entre autres avec les mains, qui est pas négligeable, qui était Ah bah très oui. bon même. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de revoir. Puis j'ai l'impression que ça va justement briller plus contre un adversaire de son gabarit. On va voir en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Je souhaite le revoir, qu'il se repose, qu'il reprenne la santé et on lui souhaite un bon rétablissement en tout cas. Et encore une fois, félicitations à Dani Malette je vais faire le lien avec le prochain combat, qui pourrait peut-être affronter un Jonathan Ramsey. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, le combat qui a eu lieu après, c'était Jonathan Ramsey contre Colton Boxel. 6 secondes, KO. Là, Jonathan Ramsey, Expéditif. waouh, juste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? 6 secondes. Le combat est disponible sur Internet. Colton Boxel a fait l'erreur de baisser les mains pour aller chercher un takedown, je pense, mais c'était peut-être pas la manière d'aller chercher un takedown quand on connaît la puissance de frappe de Jonathan Ramsey qui l'a juste. C'est un vrai KO là qu'on a eu. C'est un vrai KO. Et puis moi, je verrais bien justement un Jonathan Ramsey contre un Dani Malette pour la suite, bien que Jonathan Ramsey a call out d'une manière assez virulente Lozon. Ouais, James Lawson. Ouais. Donc à voir pour la suite, mais franchement, Jonathan Ramsey, il est en train de marquer les esprits. Il fait que des finitions au premier round. Il a une puissance de frappe qui est impressionnante parce que j'ai revu le combat. Et quand il met le coup, t'as pas l'impression que c'est pas un gros overhand, c'est un crochet clean. Mais le KO, il est total. Donc, franchement, Jonathan Ramsey, gros props à lui. Il semble inarrêtable. Et je le verrai bien contre Dani Malette. Mais je pense que ce sera plus contre Lozon. Je vous laisse en parler, les gars. Mon Candy, on t'écoute. KO expéditif, je pense que Boxel a fait une erreur qui lui a été fatale. Je sais pas, j'ai pas bien vu s'il essayait de l'amener au takedown ou si c'était une feinte pour repartir sur un crochet. Mais cette erreur lui a été fatale et tu as vu un Ramsey qui était très attentif dans son combat et qui s'est pas laissé avoir, qui a remisé et ça a été fatal à Boxel. Vraiment. Très expéditif. Et j'ai l'impression qu'il est habitué à faire des combats qui finissent très rapidement.
Ah ouais. Il finit Ah, au il a que premier des round finitions un peu comme Duprat. au premier round et un peu comme Duprat, souvent autour de 8 minutes, quoi. C'est rarement à la fin du premier round. Mais là, il a le record de l'organisation. KO en 6 secondes. Franco, qu'est-ce que tu as pensé de ce Bah, court écoute, moment, ce court instant? Qu'est-ce que belle tu as pensé de force ce de... réel? Ouais, c'est un Mm. real. Écoute, il n'y a rien à dire. Très belle explosion. Une erreur qui a été coûtée, ça lui a coûté cash à Colton. Maintenant, pour être honnête, je comprends pas le fait de coller out James Cardinal Lozon. C'est plus personnel que C'est sportif, je pense. personnel, mais tu sais, si je me mets juste en tant que fan, comme tu le dis, je vais plutôt aller chercher un Danny Mallet. Honnêtement, c'est plus ça, en fait, au niveau du match-up. Si tu veux un match-up, mais après, que ce soit personnel, mais moi, si je pouvais donner un conseil à Jonathan pour aller se prouver lui-même, qu'il laisse ce qui est personnel de côté, qu'il aille chercher quelqu'un qui a à peu près le même profil, à savoir une force de frappe. Parce que James Cardinal, Lozon est connu plus pour son sol et sur sa durabilité. Alors que qu'est-ce que tu ferais contre quelqu'un qui a le même profil que toi? Fait que moi, je veux plus de ton côté, aller chercher Danny Mallet. Ça, c'est explosif. Ça, c'est fan favorite. Je pense que si on fait un sondage, ça va être... après, ça n'engage que moi, mais je pense que la plupart du public voudrait voir ça. Mais Tu vas me encore une chauffer pour fois, faire. ouais, faudrait, On va le faire, on va faudrait le faire. Ok, faire... c'est bon. ouais. Ça vient de Franco. Puis, L'idée vient de Franco. C'est pas de ma faute si vous non, voyez une non, story ou. j'assume totalement. Puis, s'il y a un problème, venez me voir. Mais au niveau je n'enlève rien à la performance. Je lui souhaite vraiment good job. Enjoy. Mettre à KO comme ça, on croit que c'est facile, mais il faut vraiment avoir accuracy, puis une force de frappe. Puis il y a beaucoup de travail qui se passe à la salle. Donc vraiment qu'il profite de sa victoire. Puis après, on pourra, en tout cas en tant que fan et amateur, là, on pourra regarder qu'est-ce qui est bon pour tout le monde. D'ailleurs, je pense qu'il va se battre dans 2 mois parce que je pense qu'il est encore frais et que physiquement ça va. Là, la carte de fin mai, 26 mai, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va être à Sherbrooke. Et il devrait sûrement être le headliner parce qu'il est de Sherbrooke et qu'il a beaucoup de fans là-bas. Donc, si Danny Mallet est pas prêt pour remettre les gants directement, ce serait bien aussi Lozon parce que tu as dit qu'il est durable et j'aimerais bien voir quelqu'un de durable et voir peut-être Ramsey au sol aussi, avoir des réponses sur voir à Mais quel point Ramsey peut être complet. j'ai envie de te challenger. Le Danny aussi, il est frais. Il n'a pas pris beaucoup de coups. Ouais. C'est bon, on va le faire le sondage, on va le Ouais, faire. ouais, On va faire les appels même. on va faire les appels. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce KO vicious KO, vicious and fast? Ouais, ben, ma réponse va un peu rejoindre ce que vous avez dit et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais justement, ça prendrait quelqu'un qui a un peu le même profil que lui, quelqu'un qui veut pas nécessairement grapple avec lui ou aller au sol. Parce que là, pour l'instant, c'est le. On dirait que la meilleure idée contre ce combattant-là, contre qui. En fait, comment je peux bien expliquer ça? Le meilleur game plan qui peut aller contre lui. Contre Ramsey? Ouais, en fait, le meilleur game plan que quelqu'un peut imaginer contre Ramsey, si le stand-up est pas une force, c'est d'apporter le combat au sol le plus rapidement possible. Mais apporter le combat au sol le plus rapidement possible, souvent, ça crée des ouvertures pour se faire toucher et justement créer des knockouts comme on a vu hier. Donc, j'ai l'impression que ça prendrait quelqu'un qui est capable d'échanger avec lui debout, quelqu'un qui est capable d'en prendre aussi, pas quelqu'un qui veut absolument y aller au sol, absolument le plus rapidement possible et se lancer dans toutes les opportunités qui se présentent. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça prend quelqu'un qui est prêt à échanger, qui est prêt à en recevoir aussi. En fait, qui est capable d'en recevoir. Donc, Et d'en redonner en échange. évidemment. On peut noter, on peut dire un shout-out aussi à Colton Boxel qui a accepté le combat un petit peu dernière minute, dans le sens où il y avait un autre adversaire à la base pour Jonathan Ramsey. On enchaîne avec Frédéric Duprat contre Mayo Campanella.
pour la ceinture featherweight 145 livres de Samouraï MMA. Mayo Campanella, qui avait déjà battu un compagnon d'entraînement de Frédéric Duprat, Yanis Hazard. Et quel combat, quel Duprat en fait. À chaque fois, on sait ce qu'il va faire. Ses adversaires savent à quoi s'attendre. Et mais à chaque fois, ça passe quand même. Il les blitz et il les soumet. Donc, c'est ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un petit peu plus d'adversité que d'habitude, mais pas assez pour aller au second round sur un combat de 5 rounds. Donc, vraiment, félicitations à Duprat, félicitations à son équipe H2O qui en ce moment sont en pleine bourre. Hein. Ça fait longtemps que ce soit en amateur ou en pro, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de revers. Donc, félicitations à eux. Et je vais vous laisser mieux expliquer techniquement ce qui s'est passé. Mais moi, là, pour la suite, j'aimerais un plus gros test pour Duprat parce que c'est pas, il est trop fort, entre guillemets. Faut lui mettre des gars trop forts aussi pour voir ce que ça donne au moins un round complet. Alex, tu t'entraînes avec Fred ou Mukendi si Non, tu veux non, y je t'en aller. prie, Alex. Ah, j'ai l'impression, justement, chaque fois que Fred finit quelqu'un, la question de ben ça y prend quelqu'un de plus fort, on finit par lui donner quelqu'un de plus fort et le, le résultat semble pas changer. J'ai l'impression que le plus grand niveau d'adversité que je l'ai dans lequel je l'ai vu a fait en sorte qu'il finit un combat à moins de 3 minutes. Donc, Ah bah oui, j'ai toujours. j'ai- j'ai l'impression que le c'est c'est difficile Sky is the d'imaginer quelqu'un limit. pour l'instant qui est capable de résoudre cette énigme-là. Donc, j'ai vraiment chapeau à Fred. J'ai pas vraiment vu grand-chose de différent de ces autres combats. C'était vraiment une bonne, euh, une bonne performance. Par contre, il y a Ouais, vas-y. un truc qui m'a vraiment surpris dès le départ, c'est Campagnola qui shoot dès le début. Donc, honnêtement, c'était. Je pense que je comprends l'idée. Probablement qu'il voulait le tester ou probablement qu'il se disait que personne ferait ça contre Fred parce que c'est. Évidemment, il y a le problème de la guillotine qui n'a pas encore été Il résolu chez lui. Donc, l'a défendu la première. Il l'a défendu. oui. Ça en dit long sur les aptitudes de Mayo. Mais Qui est un gros non, combattant et qui mérite son respect. D'ailleurs, il a gagné clairement. comment, s'il te plaît, Alex? Avec quelle soumission? Parce que c'est pas les bonnes infos qui auraient été Oui, données. il a gagné par un Anaconda. Les gens, en fait, ça a été annoncé comme si c'est comme une victoire par Dars. En fait, technicalité, c'était un Anaconda. Donc, Merci. ça me, Mukendi, ça me oui, fait ça t'a fait mal mal aussi. un petit peu. J'ai vu, j'ai remarqué. Écoutez, écoutez, j'avais Mayo Campanella qui est bon au sol. Bon, comment dire? J'ai été étonné par l'entrée de Fred dans ce combat et l'entrée de Mayo Campanella aussi qui a essayé de le take down. Mayo Campanella étant bon au sol, maintenant t'as un Fred qui est, je pense, beaucoup plus puissant que Mayo et qui l'a vraiment dominé totalement au sol et fini par Anaconda et pas Dars, comme tu disais. Ben, Fred, au final, il m'a pas surpris. Hein. On est habitué à ce qu'il finisse ses combats comme ça. Sauf, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus long. Je m'attendais à un combat un peu plus long et au final, bah, comme d'hab, ça a pas duré. Donc, il faut vraiment arriver à temps lorsqu'il combat, puisque c'est des combats assez express. Et comme toi, Lucas, j'ai hâte qu'il affronte, bah, qu'il aille dans je sais pas qui il peut encore affronter là, actuellement. Donc, qu'il aille encore se challenger à un plus haut niveau, des adversaires encore plus forts. C'est chose que je lui souhaite, puisque là, il montre vraiment bah, qu'il marche sur la Sur catégorie. l'eau. Ouais. Franco, Écoutez, c'est, je dirais, la marque de fabrique de H2O, là.
On va pas se mentir, que ce soit au niveau des pros ou même des amateurs qui arrivent. C'est un gym au niveau du talent local. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un autre gym qui a sorti autant de talent du MMA? Faut se poser la question. Puis, et ça, je compare même aux gros gyms actuels qui sont là. Je te parle de Tristar. Tout ça pour te dire que tout le monde sait que quand les gars de H2O sont là, on va deliver. Moi, ça ne m'étonne pas. Pour être honnête, je savais que ça n'allait pas durer. Ce dude-là, encore une fois, il marche sur l'eau. Il est bien seté. La plupart des gars de cette équipe sont crans. Maintenant, c'est ça. What's next? Est-ce que tu défends la ceinture? Est-ce qu'on va chercher quelqu'un de l'extérieur? J'ai envie de te dire, quelqu'un tu sais, à l'international pour pouvoir essayer, tenter euh, de faire durer le show ou tout simplement une autre ligue. Parce que là, je pense que peut-être que cette personne, elle sait où est-ce qu'il est rendu. En tout cas, moi, mon conseil, c'est vraiment peut-être d'aller essayer de chercher un contrat dans des ligues supérieures parce que je pense qu'il est rendu là. Absolument, absolument. Donc, félicitations à lui. Il s'est emparé de la ceinture des 145 livres. Il va falloir la défendre. Donc, faudra trouver un candidat viable. Robert Ceres contre Jesse Ronson en co-main event pour la ceinture des 165 livres. Un combat qui m'a fait vraiment mal. Vraiment mal, parce que moi, je vais pas le cacher, j'avais un parti pris personnellement pour Robert Ceres. Et quand j'ai vu que Ronson avait la soumission, qu'elle était loquée, je savais qu'il allait pas taper. Et il a pas tapé et il a fini inconscient. Et c'est dur, c'est très dur quand on sait que c'était son temps, c'était sa shot. Je sais pas s'il en aura d'autres, j'espère. Et c'est l'expérience de Jesse Ronson qui a parlé face à un Robert Ceres peut-être un peu trop agressif, qui aurait peut-être, selon moi, eu une meilleure carte à jouer s'il avait été plus patient. Mais c'est la beauté de ce sport. C'est que ça peut être, c'est que ça peut aller dans les deux sens et que ça laisse souvent des déçus. Je vais vous laisser en parler. Qui veut s'y coller? Moi, je peux y Alex, aller. vas-y Franco. Robert Ceres, total de 10 combats. Jess Ronson, total de 30 combats et plus. Déjà, juste ça, par rapport à ça, ça peut expliquer le fait d'avoir un vieux briscard versus un jeune talent. Après, c'est vrai que quand tu regardes le combat, même dans la défaite, le combattant, il voulait montrer qu'il abandonnera pas. Ça, faut lui donner. Maintenant, comme tu l'as dit toi-même, est-ce qu'il a été trop fougueux? Est-ce que c'est la situation, elle a fait que, aussi le title shot, etc., elle a fait qu'il s'est un peu trop jeté? Tout ça peut peut-être expliquer. Peut-être que si tu fais ce combat-là en prelims, 3 rounds, Robert va mieux gérer. Donc, c'est ça. Par contre, perdre contre un dude comme Jess Ronson, qui a le kilométrage qu'il a, pour moi, c'est pas décourageant du tout. Moi, si je pouvais parler à cette personne que je connais pas, je dirais, bah, fine, t'as perdu. Let's get over it. Tu prends le temps de réfléchir et tu prends le temps de revenir. Bah, pourquoi pas essaie de te monter un 1, 2, 3, 0 de plus. Puis le re-challenger. Tu sais, c'est ça. Après ça, on sait quel est l'avenir de Jess Ronson dans cette ligue. Va savoir ce qui se passe pour lui. Mais je pense que Robert, il va avoir son mot à dire dans la catégorie. Donc, c'est ça. Ça. J'espère que ça va vraiment lui servir d'apprentissage pour la suite et qu'il va revenir encore plus dangereux. Allez-y, les gars. Moi, si je peux y aller, Ouais. si je peux être parfaitement honnête par rapport à ce combat-là, j'ai pas l'impression que au moment où il est rendu dans sa carrière, Robert Ceres avait une chance si grande que ça de gagner contre quelqu'un qui a le bagage de Ronson. Je pense pas C'est que quelqu'un, Ronson.
Ouais, ben, je pense pas que Ceres aurait pu apporter un skill set ou une tactique ou un outil particulier qu'il aurait pu utiliser contre Ronson et que Ronson n'aurait jamais vu ça en carrière. Je, je pense pas qu'il aurait pu apporter quelque chose qui aurait surpris quelqu'un de ce calibre et de cette expérience-là. Donc, probablement qu'il aurait pu faire durer le combat un peu plus longtemps, mais le, le, le prix à payer pour faire durer un combat plus longtemps pour quelqu'un de cette expérience-là, c'est que tu lui donnes des, tu lui donnes des informations à emmagasiner et à travailler sur sa stratégie. Donc, j'ai pas l'impression il y aurait eu beaucoup de façons de gagner le combat de, d'une autre ben, manière. ouais, exact. Puis Donc, c'est son identité aussi à Cérès et il nous l'avait dit la veille. Il a dit je vais charger. C'est risqué, mais c'est la vie. Et je pense il y a que, des prix, en tout cas. Je pense que Ronson s'y attendait aussi. Je pense que Ronson se disait qu'il va essayer de le finir au premier round et qu'il l'attendait à ce niveau-là au tournant face à un gros striking de Ceres. Et ben, je pense que dans ce combat, on a vu le différentiel technique, on a vu l'expérience aussi de Ceres qui a parlé. Et j'ai rien à rajouter, hein. Franchement, bravo à Ronson, puisque il montre qu'il est vraiment. C'est un expert dans ce domaine. Absolument, absolument. Quelle C'est juste suite pour pour finir sur Ronson? Bronson, là. Ouais, vas-y, vas-y. Jets Ronson, c'est UFC, Mhm, PFL, mhm. CFC, UAE Warriors. Ça en fait beaucoup. Il a fait beaucoup de lits. Puis là, hier, si tu veux savoir, il m'a parlé de Bellator, donc ça veut dire qu'il est sûrement Pour la suite, ouais. C'est ça. Donc, On a là peut-être un top Canada? Top Canada? On est dans le top 3 combattants canadiens? définitivement. Peut-être. Donc, Cérès n'a pas à rougir de cette défaite contre quelqu'un qui aurait pas mal battu la plupart du roadster canadien dans cette catégorie, selon toute vraisemblance. Ouais. J'ai l'impression que c'était plus une question de timing au niveau de où Ceres s'est rendu dans sa carrière. Il y avait une différence d'expérience entre les deux tellement grande que Ouais, justement, il n'y a pas à être gêné de ça. Il y a pas. c'est ça. C'est pas. C'est presque dans l'ordre des choses. Presque. En effet. On passe au main event et on rappelle que maintenant, Jesse Ronson est le détenteur de la ceinture de Samouraï MMA. Donc peut-être qu'il va devoir la défendre avant de signer un Bellator ou un ONE FC. Donc on a hâte de voir contre qui ça pourrait être. Le main event, monsieur Alex Morgan contre Łukasz Demchur. Euh, on s'attendait à ça. On s'attendait à ça et Alex Morgan, il a juste délivré ce dont il est capable. On sait tous qu'Alex Morgan, c'est ça qu'il fait. Il découpe. Et quand il est dans sa forme, bah, faut s'attendre à ça. On a là aussi un top canadien, selon moi, de la catégorie. Les low kicks, waouh. J'ai vu la jambe du Polonais Łukasz Demchur. Il y avait une boule comme ça là sur le tibia et ça s'est vu. Quand tu casses les jambes de ton adversaire, c'est super dur après pour ton adversaire de survivre en fait, parce que tes jambes, c'est la base. Et donc, premier round TKO, après l'avoir bien eu aux jambes, il l'a clippé un petit knockdown et il l'a fini au sol par des coups. Je tiens à lever mon chapeau aussi au Polonais Łukasz Demchur, qui est arrivé jeudi après 7 heures d'avion et 7 heures de retard en plus de l'avion. Donc, il y a un bon 14 heures de voyage, un décalage horaire, une weight cut à faire le lendemain. C'est vraiment pas facile et personne pourra contester le fait que ça joue dans une performance. Ça joue dans ta forme et donc il est quand même venu. Il a eu le courage d'affronter Alex Morgan sur son terrain avec toutes ces conditions qui le désavantageaient. Donc, gros props à Łukasz Demchur et félicitations à Alex qui prouve au monde qu'il est prêt à retourner, que ce soit au Dana White Contender Series ou dans une grosse organisation. Je pense que Alex, sa place, elle est pas vraiment à Samouraï, elle est au top du MMA mondial.
qui s'y colle. Je pourrais y aller. Vas-y. J'ai vraiment eu l'impression que Morgan porte très bien son nickname, Son- le Chessmaster. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il est arrivé là avec une tactique. Il l'a appliquée à la perfection. Quelqu'un que, justement, très clean dans l'application de la tactique. Il s'est tout de suite attaqué aux jambes. Et dès que les jambes ont commencé à shutdown, là, il a pu commencer à placer ses mains un peu plus solidement. Donc, à l'évidence, il avait pensé à ce qu'il allait faire. Il a étudié son adversaire un minimum, sinon il ne serait pas arrivé avec une tactique aussi précise. Mais tant qu'à moi, c'était parfait. C'était une super performance. Je pense pas qu'il aurait pu espérer mieux. Mukendi. Une belle prestation de Alex Morgan qui donnait beaucoup d'informations à son adversaire avant d'envoyer les low kicks. Énormément de feintes au niveau des points avant d'envoyer des très très gros low kicks. Et puis au bout d'un moment, ça s'est fait ressentir au niveau de la jambe de son adversaire qui n'en pouvait plus, qui avait du mal à rester debout. Et puis quand il s'est écroulé, même relevé, je me suis dit, ah, ça va être compliqué puisque Alex va enchaîner et va encore mettre des feintes et frapper avec les poings, tout ça, l'enchaîner. Puis très beau TKO de Alex qui a fait un combat très réfléchi, très patient, stratégique. Il était dans son game plan, il l'a respecté jusqu'au bout. Et il montre encore que là, dans sa catégorie, c'est un des tops canadiens. Et, rien à dire. Hâte de le voir la suite. Franco. Écoutez, pareil, hein, je dirais que Alex, il a delivered. Encore une fois, props aux Polonais, props à Samouraï pour aller chercher quelqu'un d'expérience. Là, ça prouve que Alex Morgan, c'est un fighter international. Pour les gens qui ne le savaient pas, au niveau de ses fakes et ses feintes et beaucoup d'informations, comme tu l'as dit, Mukendi, c'est ça aussi qui a un petit peu dérouté l'adversaire. Puis le gameplay de casser le jeu de jambes de Lucas, c'est quelque chose qui valait vraiment la peine, parce que quand on l'a vu en interview qu'on vous partagea sur la chaîne, Lucas, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, ça a été très bien étudié, très bien analysé. Et puis aussi, un petit props au public, qui, quand on voit il y a le chant que tu peux entendre au Canadien qui a retenti, puis ça a donné comme une force supplémentaire à Alex pour aller chercher le knockdown puis finir. Je pense qu'on pouvait pas mieux finir le show que de cette manière. Fait que franchement, c'était beau à voir. Puis félicitations à tout le monde. Bon, bah, on peut conclure sur ça, ce débrief. 1h13, c'est bien assez. Merci beaucoup, les gars, pour votre participation. Et on fait un petit mot de la fin, peut-être. Franco, tu veux te charger du mot de la fin? Je sais que tu es bon pour les mots de Je la vais fin. prendre le même terme de mes mentors, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et que je vois assez régulièrement, qui s'appelle Jean-Pascal. Je vais vous souhaiter une bonne journée et gardez le punch. Ciao, les gars. Salut. Ciao.